Bonjour à tous, Sébastien Saint-Pierre parmi vous aujourd'hui, comme ça, les nouvelles habitudes qu'on a prises chaque matin dans vos oreilles avec la quotidienne de la vie agricole. Mon co-animateur avec moi aujourd'hui, M. Yannick Patelli. Bonjour Yannick, comment vas-tu? Bonjour Sébastien. Et on a la chance également de travailler aujourd'hui avec nous l'autre que Michel Saint-Pierre et M. Claude Roy. Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs. Bon matin. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Première occasion, Claude, de se côtoyer ici dans notre nouveau studio, donc bienvenue. Merci. Bienvenue dans le studio. Aujourd'hui, messieurs, on parle de blé. On parle de blé raisonné. On parle de blé raisonné et on parle évidemment des salons parce que le mois de janvier a été un mois important en salon de l'agriculture, que ce soit à Saint-Hyacinthe ou à Québec. On va même revenir sur les expériences concernant l'expo de Saint-Hyacinthe cet été aussi, puisqu'on a la chance d'avoir Claude avec nous. Alors pour vous situer, Michel, vous le connaissez, c'est le coprésident de l'Institut Jean Garon qui a d'ailleurs collaboré à l'opération, blé raisonné de cet été. Et Claude, il est en permanence sur le blé raisonné pas mal depuis quelques temps. C'est lui qui a animé le kiosque des céréaliers du Québec cet été, pendant 10 jours à l'Expo Saint-Hyacinthe avec quelques autres. Cette année, en fait, en janvier, tu étais à Saint-Hyacinthe pour le Salon de l'hiver et tu étais à Québec pour le CIMAC. Et on peut dire que le blé raisonné, il avait vraiment le vent dans les voiles. Alors, c'est un petit jeu de mots parce qu'on savait que tu distribuais des baguettes de la boulangerie, le pain dans les voiles, mais vraiment, le blé raisonné avait le vent dans les voiles parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt sur place pour entendre parler de cette nouvelle culture. Il faut quand même penser que entre la différence entre le salon de Saint-Hyacinthe de cet été qu'on a fait, la première parution, et celui-là qu'on a fait en janvier, celui-là qu'on vient de faire à Saint-Hyacinthe, la différence, c'est qu'il y en a un qui s'adressait aux consommateurs, donc on voulait savoir si les consommateurs connaissaient le mot blé raisonné. Et dans un deuxième temps, à Québec, à Saint-Hyacinthe, c'est-à-dire, on a parlé exactement la même chose, blé raisonné, mais avec les mêmes résultats. Il n'y avait pas plus de gens qui connaissaient le blé raisonné parmi la population que parmi les agriculteurs et agricultrices. C'est ce qui a fait qu'on a tendance à vouloir parler de bio, on a tendance à vouloir parler d'autres types de cultures, mais le blé raisonné, le nom blé raisonné, n'est pas connu dans l'univers des gens comme tel. Alors, pour remettre les auditeurs dans un contexte, d'ailleurs, la raison pour laquelle on entend beaucoup parler, et on lit beaucoup dans la Véricole de blé raisonné depuis quelques mois, c'est parce que les céréaliers du Québec, qui sont des partenaires, en fait, ont une mission qui leur a été donnée par le MAPAC, de justement mettre en avant le blé raisonné, l'agriculture raisonnée. On va même élargir à l'agriculture durable, l'agriculture éco-responsable. Il y a beaucoup de termes qui sont autour de ça. On a choisi pour la première année de parler plus de blé et de blé raisonné, donc de blé humain. Mais effectivement, tu as raison, Claude. On l'a vu cet été à Saint-Hyacinthe, les gens ne savent pas c'est quoi. Ils savent c'est quoi le bio, ils savent c'est quoi le conventionnel. Mais ce qui existe entre les deux, c'est-à-dire ce blé qui finalement n'utilise pas de pesticides, la troisième année des rotations, on va dire ça, Michel. Je pense que sur les fermes, ils nous disent on fait 3 rotations, maïs, soya, et blé. Maïs, soya, ou maïs, soya, blé. Ouais. Ce qui fait que la troisième année, en fait, il n'y a pas d'utilisation d'intrants, de pesticides. Donc, ce qui fait en sorte que on n'est pas bio, mais on est plus clean que dans un blé conventionnel. C'est ça, je crois. L'agriculture raisonnée, l'expression était moins ciblée que blé raisonné, mais l'agriculture raisonnée, en fait, est une sorte de passage pour certains vers le bio, et pour d'autres, c'est un état, simplement, pour lequel ils sont beaucoup plus, ils sont plus économes, appelons ça, en matière autant de fertilisants. Ils vont essayer d'ailleurs d'avoir beaucoup plus d'engrais naturels que de pesticides. Alors, il y a ce passage-là pour certains qui vont aller. Mais j'aimerais revenir sur le fait ce que mentionnait Claude. L'expo de Saint-Hyacinthe, c'est grand public, effectivement. On était moins surpris, parce que j'y étais aussi, on était moins surpris d'avoir des consommateurs, des gens, monsieur tout le monde, monsieur et madame aussi, et les enfants, bien souvent, qui ne connaissaient pas ça. Mais c'est un peu surprenant de voir que le salon de l'agriculture, qui lui est un salon professionnel en janvier à Saint-Hyacinthe, qu'il n'y avait pas plus de professionnels de l'agriculture qui connaissaient ça. Non, pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui font partie des céréaliers du Québec, qui sont venus nous rencontrer.
eux savaient l'histoire du blé raisonné. Sauf que j'ai rencontré des Français, des Européens, qui disent chez nous, la culture raisonnée, ça fait longtemps. La culture raisonnée, ça fait plusieurs années. Mais le mot blé raisonné et le logo blé raisonné appartient au Moulin de Soulanges. Et c'est eux qui ont le cahier de charge, c'est eux qui ont le mot blé raisonné, et ils l'ont fait valoir auprès des céréaliers du Québec qui, eux, en font la promotion pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas juste le bio qui existe, et on veut avoir une conservation des sols qui est différente, qui est plus grande, en utilisant du blé raisonné, la culture du blé raisonné. Oui, puis on peut peut-être préciser, il n'y a pas de compétition entre le bio, le blé raisonné. En fait, le bio, d'abord, c'est de la production de 4-5% par année à peu près dans l'ensemble de l'agriculture du Québec, donc, alors que le blé raisonné a des ambitions beaucoup plus larges. Ouais. Et c'est dans ce sens-là, je pense, où il y a une éducation à faire auprès du consommateur. Ben, les moulins de Soulanges demandent et recherchent du blé, des producteurs de blé partout. Donc, eux autres, ils distribuent à travers le monde. Ils ont plein de boulangeries à travers le monde. Et quand ils font des farines avec le blé, ils vont s'assurer que le cahier de charge, si c'est du blé raisonné, que le cahier de charge est respecté. Et ils vont offrir aux producteurs un prix pour leur blé qui n'est pas nécessairement, selon les céréaliers du Québec, le prix n'est pas nécessairement au maximum de ce qu'il devrait être. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent se battre pour être capable de faire reconnaître le blé, soit ici, soit ailleurs. Si on ne le trouve pas ici, on va le trouver ailleurs, mais il faut que le prix du blé prenne son essor. Et comme le blé raisonné est une culture qui s'approche du bio de par sa conception même, de ne pas utiliser de pesticides, d'herbicides, d'insecticides. Donc, c'est une belle transition. Puis les gens qui font du blé raisonné n'iront pas nécessairement vers le bio. Ils n'iront pas jusque-là. Ils vont déjà avoir eu une tendance qui est vraiment très forte, très concentrée et qui est très éco-responsable. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu as pu nous raconter du salon, puis on a pu voir, parce qu'on est passé à quelques reprises au kiosque te rencontrer, on voyait en fait que, bon, il y a des producteurs qui savaient pas, des producteurs qui savaient un peu, mais ceux qui savaient pas, il y en avait qui s'inscrivaient aussi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux salons que tu as fait, que ce soit Saint-Hyacinthe ou Cimac, on en parlera plus tard, les kiosques que tu as tenus cet hiver, il y a des producteurs qui ont dit, bah oui, prenez le nom de ma ferme, prenez mon nom, demandez aux céréaliers de me rappeler. Donc, on développe quand même un certain intérêt envers des gens qui pourraient transférer dans cette culture. En partant, aujourd'hui, on n'est pas comme anciennement sur les rotations de culture. On veut garder ou préserver nos sols d'une façon plus éco-responsable. Et la rotation avec le blé, si on prend par exemple le président des céréaliers qui va se faire du maïs, après ça, il va faire du soya. Après ça, il va se faire un engrais vert en trèfle, en luzerne, et il va le laisser là pendant l'hiver. Il va simplement étendre son fumier, il va faire un travail de sol minimum, puis il va ressemer son blé par-dessus. Donc, il n'y aura pas, dans l'année où le blé est implanté, il n'y aura pas justement d'épandage de pesticides ou d'herbicides. C'est ce qui va donner la qualité du blé raisonné. Michel, ça c'est un bel avenir pour l'agriculture, oui, l'agriculture raisonnée? Parce qu'il faut dire aussi un peu ce que Claude raconte. Toute la question de la rotation, là, ça a subi toute une évolution depuis une vingtaine d'années. À une époque, là, c'était maïs sur maïs, hein, c'était ça. Le soya est arrivé parce que la SRA est venue supporter le soya, et là, tout à coup, on a eu une rotation à peu près systématique, maïs-soya. Mais il n'y avait pas d'autre chose. Et là, le blé, on est encore très dépendant, soit dit en passant. On est des importateurs de blé, on produit à peu près 15, peut-être même pas 20%. Oui, puis au Canada, c'est plus à l'ouest qu'on en produit qu'à l'est. Oui, c'est ça. Mais au Québec, on pourrait en produire, et dans une rotation à 3 productions, ça pourrait certainement être une très bonne alternative. Mais encore faut-il qu'il soit valorisé. Puis là, c'est ce que fait pas mal le Moulin de Soulanges avec le blé raisonné. Oui, c'est l'objectif, pas mal, les Moulins de Soulanges et des céréaliers du Québec, de commencer à entrer dans la tête et des producteurs et des consommateurs, que ça existe déjà en premier lieu. Et quand on avait rencontré des hommes et des femmes politiques lors du salon de Saint-Hyacinthe, je ne sais pas si vous en rappelez, on avait posé une question à l'effet de « Savez-vous où est la plus grande concentration ou le blé de plus grande qualité, à quel endroit il est au Québec? » Les gens essayaient en donnant des différentes régions du Québec en disant chez nous, c'est la plus belle région. Je tiens à vous aviser que la plus belle région pour la culture du blé, c'est en Abitibi. En Abitibi, vous avez 1 heure d'ensoleillement de plus l'été, ce que le blé adore. Et deuxièmement, on a une production de porc qui est en Abitibi, Témiscamingue, qui est vraiment très importante.
D'où l'apport en fumier naturel pour étendre dans les champs, parce que aujourd'hui, certains producteurs ont de la misère à trouver du fumier parce que c'est pas tout le monde qui en produit. Et ils font pas du maïs grain. Ils font pas de maïs grain, c'est bien ça. Ça, c'est l'autre chose. Ouais. Mais effectivement, c'est intéressant de savoir que l'Abitibi offre des conditions extrêmement intéressantes pour la production de blé. Mais ça pourrait être beaucoup une solution. On a souvent parlé à nos émissions de mise en valeur de notre territoire qui n'est pas exploité. Il y a beaucoup de régions du Québec qui auraient intérêt à se tourner vers le blé parce que, d'une part, la demande est là. On peut produire un blé de très bonne qualité. Et puis, voilà, c'est une production qui a une valeur aussi, en termes monétaires. Alors, les gens, Claude, qui venaient te voir à ces salons, en fait, ils te repéraient parce qu'il y avait les t-shirts des céréales du Québec, il y avait les distributions des flyers qui expliquent la maturation du blé sans pesticides, etc. Il y avait des cartons aussi fournis par les moulins de Soulanges qui présentent les milliers de boulangeries, en fait, à travers le Québec qui utilisent la farine issue de blé raisonné. Puis, une des particularités pour attirer le client, je dirais, à ton kiosque, que ce soit les consommateurs ou les producteurs, il y avait des distributions de baguettes, en fait, qui étaient données, en fait, avec des collaborations avec les moulins de Soulanges et différentes boulangeries. Alors, de mémoire, à Saint-Hyacinthe, c'était la boulangerie Crème de Saint-Hyacinthe. C'est bien ça, la boulangerie Crème. Et pour ce qui était de Saint-Hyacinthe cet hiver, c'était, d'où le jeu de mots du début de l'émission, le pain dans les voiles. Pain dans les voiles. Donc, le blé raisonné avait le vent dans les voiles parce que les baguettes se sont envolées comme des petits pains, c'est le cas de le dire. Ah ouais, puis en plus, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, hein, c'est Duvernay-Tardy, c'est la famille de Duvernay-Tardy qui avait 4 boulangeries. Et notre joueur de football, médecin à devenir, est propriétaire maintenant des boulangeries. Et le pain venait de là. Et j'ai trouvé que le logo et le nom, le pain dans les voiles, était extraordinaire. Et les gens adoraient ces baguettes-là. On allait les chercher tous les matins directement à la boulangerie. On faisait une distribution de pain frais tous les jours. Je dis pas que les gens s'arrachaient parce qu'on les cachait, sinon on les aurait passés dans la première demi-heure. Mais on étirait les baguettes, soit un sourire d'une dame ou encore une dame qui poussait un enfant où on savait qu'il y avait une relève, un potentiel, donc on allait vers les jeunes parents pour leur remettre ces pains-là qui ont adoré, entre parenthèses. Et on a pu donner combien de baguettes en tout et partout à peu près dans le salon? On donnait 100 baguettes par jour. Donc on a donné près de 1000 baguettes pour le salon de Saint-Hyacinthe. Et dans les 2 autres salons, on était déjà 3 jours, on a donné 300 baguettes par salon, donc ça a été très important. Ouais. Puis pour la petite histoire, pour la baguette du Duvernay-Tardif, en fait, puisqu'il a effectivement racheté les 4 boulangeries de la famille, on a regardé un petit peu son histoire, et en fait, ses parents étaient agronomes. En fait, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Ses parents étaient agronomes, et j'ai essayé de fouiller pour savoir pourquoi le pain dans les voiles, parce que c'est comme bizarre comme nom de boulangerie. Et en fait, il semblerait que ça soit venu après un voyage à la voile que les parents avaient fait avec leurs enfants et qu'ils ont décidé qu'ils vendaient leurs terres, ils partaient des boulangeries et ça s'appelait le pain dans les voiles. C'était logique, c'était après un voyage à la voile. Donc, c'est un logo qui est extraordinaire. Allez voir ça sur Internet, le pain dans les voiles. Vous allez voir le logo. Le nom est intéressant, mais le logo est merveilleux. Et le pain est extraordinaire. Le pain est extraordinaire. Alors, on va aller à une courte pause. Si c'est possible encore, Sébastien. On a encore du temps avant la pause? Non, mais il n'y a pas de problème. On veut aller à une pause. On va à une pause parce qu'après, je vais revenir avec une entrevue. On met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Alors, de retour à notre quotidienne, Sébastien Saint-Pierre, Yannick Patelli, Claude Roy et Michel Saint-Pierre avec vous. Vous voyez, hein, c'est ça les nouvelles quotidiennes. C'est des quotidiennes qui sont, oui, enregistrées en podcast, mais c'est des quotidiennes qui sont complètement radiophoniques. Et ça peut arriver qu'il y ait des erreurs. On s'en allait sur un enregistrement. Finalement, non, une pause. C'est comme ça que ça se passe. Et
c'est ce qui va être la beauté de la chose dans les prochains podcasts. Quoi. C'est la joie du direct. Voilà. Même si on n'est pas tout à fait en direct, c'est le principe de l'émission. On n'arrête rien. Alors, d'ailleurs, question de ne rien arrêter pour relancer aussi la discussion autour du blé raisonné. Claude, quand on était sur place à Saint-Hyacinthe, on avait la visite de Jules Bochemin, donc des Moulins de Soulanges, qui est propriétaire des Moulins de Soulanges avec son père Robert, et d'un boulanger qui était présent, enfin boulanger démonstrateur des Moulins de Soulanges. Et il faut souligner d'ailleurs qu'il y a une belle participation de pas mal de monde. Cet été, il y avait les Moulins de Soulanges qui participaient au kiosque. Les gens de l'Institut Jean Garon sont venus participer aussi beaucoup au kiosque que nous avons couvert en tant que LVA Média. Et Jules Bochemin est revenu avec le boulanger donc cet hiver à Saint-Hyacinthe pour une journée complète où ils ont rencontré les gens. On en a profité pour faire une courte entrevue avec eux de près 4 minutes que je vous laisse écouter. On va revenir après. Agricole de Saint-Hyacinthe en compagnie de Jules Bochemin des Moulins de Soulanges et de Mohamed Salam, boulanger démonstrateur. Messieurs, bonjour. On a été l'été dernier, en fait au mois d'août déjà à Saint-Hyacinthe, à Expo-Champs, où on a rencontré des consommateurs pour leur expliquer ce qu'était le blé raisonné. Et on est ici dans un salon plus spécifique, plus destiné aux producteurs. Et on fait la même démarche. En fait, là, on est à la rencontre des producteurs pour leur expliquer ce qu'est le blé raisonné et ce qu'il devient lorsqu'il est dans vos farines. En fait. Alors, bonjour Jules Bochemin. D'abord, pourquoi cet intérêt pour, au-delà des consommateurs, parler aussi aux producteurs? Bien, pour nous, ils font partie vraiment partie prenante du pain. C'est un ingrédient qui est nécessaire. Et puis, c'est une belle opportunité de vraiment de parler avec les gens, les producteurs, de l'endroit où ce que le blé termine. Donc en farine, en baguette. Donc on est ici, on donne du pain d'un boulangerie locale qui utilise des blés locaux pour donner aux gens une idée où est-ce que la farine peut atterrir. Oui, effectivement, il y a des baguettes qui sont offertes au public qui passe au kiosque du pain qui vient de Mont-Saint-Hilaire, de Vent-dans-les-Voiles. Et en fait, effectivement, là, vous expliquez finalement au producteur que lui, le producteur, c'est celui qui est au début de la chaîne. En fait, ici, ce que je comprends, c'est que vous êtes là pour lui expliquer qu'en fin de chaîne, ça devient des baguettes dans des boulangeries spécialisées, c'est ça? Exactement. Puis particulièrement, la boulangerie Pain dans les Voiles utilise une farine issue de blé d'automne à 100%. Donc, ces farines-là lui permettent d'avoir une bonne tolérance à la fermentation et qui va venir dégager des couleurs, des saveurs dans le pain. Puis, c'est ce qu'on constate, là. Puis, qu'est-ce qu'on explique aux gens qui viennent Pour rappeler aux gens, certains nous ont suivis cet été, mais pour ceux qui prendraient le message pour la première fois, c'est quoi exactement le blé raisonné? Parce que les gens ont en tête, un blé bio, on sait c'est quoi. Un blé conventionnel, on imagine ce que c'est. C'est quoi un blé raisonné? Oui. Donc, le blé de l'agriculture raisonnée, c'est un blé qui a été soumis à des critères afin de réduire les besoins en fongicides, en pesticides, puis qui encourage aussi la transition vers le biologique. Donc, c'est un peu le système de l'agriculture raisonnée. Donc, c'est une démarche d'agriculture durable, on va dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, bonjour Mohamed Salam. Vous êtes ici, en fait, on ne s'était pas vu cet été, là, mais vous êtes venu dans le salon rencontrer les producteurs comme boulanger démonstrateur. C'est ça, vous travaillez pour les Moulins de Soulanges, donc c'est vous le spécialiste un petit peu des farines. Oui, moi, ici au Moulin, ça fait 2 ans et demi. Je fais les démonstrations chez les clients. Je partage un savoir-faire avec les artisans. Je donne des recettes. J'apporte pour les artisans un plus pour élargir leur gamme. C'est un plus expérimental. Donc vous êtes un accompagnateur auprès des boulangers? Oui. Et qu'est-ce que vous, en tant que boulanger, qui avez travaillé, j'imagine, avec plusieurs types de farines, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites la farine de blé raisonné, elle a une valeur particulière? Oui, c'est au niveau de l'absorption, au niveau de la tolérance, au niveau de la fermentation, même la couleur de la croûte, l'ami et crème. C'est quelque chose. J'ai fait des expériences avant, mais ici, la farine raisonnée, c'est vraiment une farine qui a des grandes valeurs. Alors, on a espéré que les producteurs vont entendre ce message. Ils sont plusieurs depuis hier, en fait, à passer sur le salon.
On va vous souhaiter des belles rencontres et on va se revoir aussi prochainement puisque je sais que vous faites d'autres salons encore cette année. Il y aura le CIMAC dans le courant de l'année à Québec et probablement des activités aussi à Montréal plus spécifiques. Merci messieurs. Merci. Alors voilà, c'était la rencontre faite sur le salon à Saint-Hyacinthe avec Jules Bochemin et Ahmed Ben Salam. Vous étiez, Claude, présent aussi. Ça a été quoi les réactions des gens quand ils rencontraient, en fait, là, parce qu'ils voyaient, oui, ils te voyaient toi qui parlais, qui présentait le kiosque, mais du coup, ils rencontraient les professionnels de... Oui, on a entendu parler, Jules Bochemin, justement, de l'élaboration de la farine. Donc, il faut comprendre que quand les producteurs vendent leur farine au Moulin de Soulanges, le Moulin de Soulanges en charge va l'analyser, donc il va prendre un échantillon au moment de recevoir le blé, il va prendre un échantillon puis il l'envoie dans un petit laboratoire qui est juste à l'usine même, et là on va être capable de cataloguer, à savoir c'est quoi la propriété du blé qu'ils viennent de recevoir, la propriété pour en faire du pain de boulange ou encore des croissants ou encore des gâteaux. C'est pas les mêmes farines, puis c'est pas les mêmes propriétés. Donc ça prend un boulanger comme notre boulanger qu'on a eu pendant le salon, qui va être capable, avec le chimiste de l'entreprise, de développer ces farines-là et d'offrir au boulanger la possibilité et la capacité de faire le pain qu'il désire. Et le boulanger des Moulins de Soulanges, Salem en l'occurrence ici, se promène parmi les boulangeries et va donner des cours privés aux boulangers pour être sûr qu'ils vont bien faire le pain selon les critères avec le mélange de farine qui est approprié pour le type de pain. Alors, on se rend compte que là, il y avait un travail pédagogique qui était fait par Claude et par les Moulins de Soulanges qui étaient présents. Mais on se rend compte que le travail pédagogique, il se fait aussi auprès des boulangeries. En fait, il y a vraiment un travail. Oui. On ne penserait pas comme ça, mais toute la filière est impliquée dans... Toute la filière et le consommateur aussi, parce qu'à la fin, la production de blé raisonné, il y a un cahier de charge et il y a un coût associé à ça. Il y a un coût supplémentaire, certaines années peut-être plus élevé encore, parce qu'évidemment, il n'y a pas accès à des pesticides, sauf dans des conditions extrêmement limites. Ça veut dire qu'il y a un risque associé à ça, cette production-là. Ça se traduit généralement par un coût. Un coût au niveau du producteur qui devrait normalement, et si tout le monde comprend bien le processus, va se traduire par un revenu peut-être un peu plus grand, mais aussi un consommateur qui peut payer légèrement plus cher. Et ça, c'est important que le consommateur comprenne que à la fin, s'il y a 5 cents de différence, 5 cents-là, il vaut vraiment quelque chose. Il y a un lien direct avec le produit qu'il consomme, avec comment il a été fait. Donc, il ne faut pas commencer à dire tout doit être le même prix. Un pain, c'est pas un pain. Un pain, c'est celui qu'on a fait avec les farines qu'on a fait. Donc, pardon, c'est pas un produit uniforme, cette chose-là. C'est quelque chose. Alors, je pense que Saint-Hyacinthe, cet été, au moins, on avait, avec, évidemment, comment dire, pas nécessairement toujours un accueil délirant, là, mais on avait des consommateurs qui venaient nous voir, puis on pouvait leur dire, mais voilà, ce pain-là, il vient d'une farine qui a coûté, ou qui a eu dans le fond, un mode de production plus sélectif, avec des cahiers de charges, et à la fin, s'il y a juste 5 cents de différence, là, et encore qu'avec le blé raisonné, avec l'agriculture durable, la différence de prix versus le conventionnel n'est pas vraiment là. Ce qui est vrai dans le bio. Il y a réellement, pour quelqu'un qui veut acheter du bio, il y a effectivement un coût supérieur au bio. Mais rappelons-le, je ne pense pas me tromper, Michel, on dit le bio, on parle de près de 4-5% de la production au Québec. Il me semble me souvenir du temps que Pierre Paradis était ministre, on parlait de 2-2,5%. Puis on disait, récemment, on a doublé la culture bio, mais ça reste toujours bien que 5%. Ça reste toujours très peu. Et dans toute cette belle histoire-là, on parle de chiffres là, tout à l'heure, puis on a parlé aussi qu'on a donné à peu près 1000 baguettes du côté de Saint-Hyacinthe. On veut des chiffres. Moi, j'aimerais savoir le nombre de producteurs. Il y a combien de producteurs présentement au Québec qui font du blé raisonné, et il y a combien de transformateurs aussi au Québec qui sont dans le blé raisonné présentement, là? Parce qu'il doit quand même en avoir pas mal. Là. Les Moulins de Soulanges ont dit qu'il y avait 1000 boulangeries qui étaient, à l'heure actuelle, qui achetaient leur farine et qui distribuaient leurs produits. Donc, eux autres, ils font des farines. Ils font pas de baguettes, ils font des farines. Puis ils distribuent les farines aux boulangers. Au niveau des producteurs, c'est pas tous les céréaliers qui sont dans l'Association des céréaliers du Québec. Mais déjà là, il y a 300 membres. Et nous, au salon, on regardait par rapport aux gens qui venaient nous dire qu'ils produisaient déjà du blé. Je te dirais environ 2% des gens qui nous parlaient.
Donc, je te dirais d'après moi, en blé raisonné, il y a peut-être 400 producteurs au Québec, à moins que je me trompe, Michel. Non, mais je pense que les moulins de Soulanges parlaient de 4 à 500 producteurs actuellement. Si on regarde un peu et 1000 boulangeries. les données globales sur le blé, le blé de consommation humaine, entendons-nous, parce qu'il y a le blé de consommation animale aussi, on a une demande qui est évaluée à 1 million de tonnes métriques. Et les derniers chiffres qu'on a, qui sont assez à jour, nous donnent 162 000 comme bon. Donc, on est extrêmement dépendant d'importation pour ce qui. Quand je dis importation, pas canadienne, par contre, là, donc on est très dépendant du blé de l'Ouest pour notre production. C'est là qu'on peut dire il y a véritablement la place pour un développement important. Et si j'ai envie d'acheter la farine de blé raisonné? On ne peut pas l'acheter, malheureusement, sauf aller au moulin de Soulanges et l'acheter dans des poches de 20 kilos. Donc, j'ai demandé à Gilles Beauchemin, si on fait de la promotion, puis on envoie les gens chez toi, il dit, chez moi, il va falloir qu'il achète de la farine par 20 kilos. Je ne produis aucun sac plus petit qu'un 20 kilos, et c'est ça qu'on distribue aux boulangers. Parce que ça va directement dans les boulangeries. Oui, directement dans les boulangeries. Même pas la milanaise, parce que la milanaise, elle appartient aussi. Mais la milanaise, c'est bio, par contre. La milanaise est uniquement bio. Ah, c'est vrai. Bio. C'est vrai, les bio, oui. Par contre, Gilles Beauchemin a dit quelque chose d'important, je ne sais pas si les gens ont saisi, mais c'est du blé d'automne. La différence avec un blé de printemps et un blé d'automne, c'est que le blé d'automne, on va justement le semer à l'automne. Il va passer tout l'hiver sous la neige. Il va commencer à pousser avant les mauvaises herbes. Il va étouffer les mauvaises herbes au passage. Et c'est ce qui va faire qu'on n'aura pas besoin de mettre d'intrants, pas de pesticides, pas d'herbicides, pas de fongicides. Et si jamais pendant l'été, on a une maladie qui se développe dans le champ, oui, à ce moment-là, on va mettre un produit chimique, mais là, le blé va être déclassé. Il ne sera plus pour consommation humaine, mais pour consommation animale. Ouais. Donc, le producteur ne perdra rien au change parce que le prix, je ne dis pas qu'il est similaire, mais il n'y a pas une grande différence entre les deux blés. Non, mais je pense que l'essentiel de toute cette démarche-là, depuis l'année dernière, où on s'intéresse à ça, je pense que ce qu'il faut traduire auprès des auditeurs, c'est surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que le blé raisonné, en fait, il est une, j'allais dire, je ne sais pas si on dirait une compensation au bio, mais comme on sait que tout le monde ne peut pas avoir accès au bio, que ce soit par le prix ou par la quantité, on sait que le blé raisonné est une solution intermédiaire et de grande envergure. Oui, puis en plus, c'est que le blé raisonné a une protection des sols qui est additionnelle par rapport au bio, sans vouloir parler en mal du bio. Pour être capable de produire du bio, il faut passer vraiment beaucoup de machinerie. Beaucoup de machinerie, beaucoup de cerclage. Il faut toujours être dans les champs avec la machinerie. Donc, on ne touche pas justement au fait qu'il y a du monoxyde de carbone. Il n'y a pas beaucoup de tracteurs qui fonctionnent à l'électricité maintenant. Et Pas encore. Ça s'en vient. Ça va prendre des barrages pour avoir tous les tracteurs électriques, par exemple. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais il reste quand même que la compaction des sols au niveau biologique versus... on dit toujours, par rapport au blé raisonné, on ne passe pas dans les champs, on ne repasse pas avec de la machinerie, et ça, c'est important. Donc, il y a moins de compaction des sols, puis il y a une production qui est vraiment environnementale, avec un cahier de charge qui est précis. Tout à fait. Donc, il y a d'ailleurs des gens, dans le domaine du blé raisonné qui considèrent que le blé... En fait, ce n'est pas une question de compétition entre bio et blé raisonné, mais qu'il y a autant de carboneutralité dans le blé raisonné que dans le bio. Absolument. De toute façon, il y en a, parce qu'on n'utilise pas de pesticides. C'est dans le cahier de charge. Oui, l'économie est dans le mode de culture. C'est comme Claude dit, on passe beaucoup moins dans le champ. On n'est pas dans le champ, dans le fond. Soit dit en passant, blé d'automne puis blé d'hiver, c'est la même chose aussi. Mais on s'entend qu'il y a un gros travail à faire de communication, d'information, parce que là, on commence à prêcher à des convaincus, parce que ça fait 1 an qu'on baigne dedans, on parle avec des producteurs, on parle avec des consommateurs avertis, etc. On sait que l'étape d'après, c'est quand même d'amener, au-delà du blé raisonné, même toute la culture éco-responsable, la culture durable, d'amener ça, dans la masse des citoyens pour leur dire, écoutez, ça existe. Parce que je pense que les gens ne savent pas que ça existe. Le meilleur moyen que j'ai vu, tu sais, on développe des trucs un peu pour essayer d'aller voir ce qui se passe. Et finalement, on tendait la baguette avec un petit dépliant. Voici une baguette faite avec du blé raisonné. Et là, les gens écarquillaient les yeux et ils nous posaient tous la question, c'est quoi le blé raisonné? Et là, ça nous permettait d'expliquer exactement ce que c'était. Alors, messieurs, merci beaucoup.
C'est intéressant comme émission. Le blé raisonné, moi-même, je ne connaissais pas nécessairement le blé raisonné. On en a entendu parler. Je ne le connaissais pas. Je suis heureux de voir ça. Assurément que dans mes recherches, dans les prochaines semaines, je vais acheter du pain de blé raisonné. Voilà, c'est sûr que je vais goûter. C'est super intéressant. Et sur ça, je vous souhaite de passer une très bonne journée à tous et à toutes. Sébastien Saint-Pierre, Yannick Patelli, Michel Saint-Pierre et Claude Roy. Merci, messieurs, d'avoir été là. À bientôt. Merci, au revoir.